Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact. Ici on parle transition écologique et RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec mon invité aujourd'hui, c'est Amandine Duquesne, manager RSE dans le cabinet d'audit et de conseil RSM France, avec elle on va évaluer les conséquences à long terme de la taxonomie européenne. C'est probablement le projet de réorientation des flux financiers le plus complexe jamais créé. Notre débat, il portera sur la chimie du végétal après le lancement par le gouvernement d'une stratégie nationale pour développer la filière des produits biosourcés, des biotechnologies industrielles, y compris les carburants durables. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Saint-Osphère et sa nouvelle création, la Concept Box, qui vient de recevoir le prix LSA de l'emballage et du packaging. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Amandine Duquesne, bienvenue. Vous êtes donc manager RSE chez RSM France. Ça fait plus de 15 ans, je crois, que vous pilotez des missions d'audit et de conseil en RSE. 15 ans, ça donne un joli recul. Vous avez vu ces questions devenir de plus en plus stratégiques au sein des entreprises que vous conseillez ? Oui, tout à fait. Au démarrage, il y a quelques années, au début des années 2000, on voyait plutôt la RSE comme peut-être un outil de communication, d'embellissement des politiques et du business des entreprises. Certaines même la voyaient presque comme de la philanthropie. Aujourd'hui, clairement, c'est complètement intégré dans les offres et dans le business. Les entreprises doivent se saisir de ces questions et ne peuvent pas mettre la RSE à côté. Ça doit être complètement innervé, si vous voulez, les activités de l'entreprise. Oui, c'est transversal, quoi, tout simplement. Alors, on est ensemble pour parler de la taxonomie verte européenne avec 6 critères communs. Il y a 2 critères climatiques, 4 critères environnementaux, évaluation de la durabilité de 70 activités économiques qui représentent 93% des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. En fait, c'est quoi ? C'est un système de classification, tout simplement. Comment ça va fonctionner, cette taxonomie ? Oui, complètement. Alors, il faut revenir peut-être à la genèse de cette taxonomie. Vous savez que le changement climatique, la dégradation de l'environnement est une menace pour la planète entière. L'Union européenne, pour contrer cette dégradation, cette menace, a mis en place un vaste plan qui est le Green Deal européen et qui vient aujourd'hui, si vous voulez, proposer un nouvel mode de croissance moderne, compétitif et en attendant où elle attend en fait que les entreprises utilisent les ressources de manière efficace et de manière sobre, si vous voulez. Et en ce sens, il y a besoin de venir classifier les activités des entreprises pour pouvoir vraiment identifier celles qui sont vertes ou durables. Et c'est en ce sens que l'Union européenne a mis en place cette espèce de canevas, si vous voulez, qui vient identifier les activités vertes des entreprises pour tout simplement réorienter ou orienter les capitaux, les financements vers ces activités durables. Oui, parce que c'est ça, le but ultime, c'est le fléchage, c'est l'orientation des financements de l'Union européenne. Complètement. On parle de quelle somme d'ailleurs ? C'est j'imagine des milliards, des dizaines de milliards d'euros en jeu Oui, ça concerne effectivement l'activité économique européenne dans son ensemble. Donc c'est incommensurable, si vous voulez. Après, c'est une vraie lame de fond pour l'économie européenne, mais il faut aussi le voir comme un horizon. C'est-à-dire que la taxonomie ne va pas venir du jour au lendemain transformer les manières d'investir des investisseurs. Aujourd'hui, si on regarde les 2 premiers objectifs sur le climat, seuls peut-être 3-4% des activités actuelles sont vraiment favorables au climat. Donc demain, les investisseurs ne vont pas se tourner à l'encontre de ces 96% de l'activité qui reste. Ils vont pas tourner le dos à ces activités, si vous voulez. Oui, on voit s'afficher les 6 critères de la taxonomie verte et atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, et puis utilisation durable de la protection des ressources aquatiques et marines, transition vers une économie circulaire, prévention et réduction de la pollution, et puis protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes. En fait, une activité, elle peut être considérée comme durable si elle contribue à l'un de ces critères. C'est ça le principe. Exactement. Sans
sans nuire aux autres. Exactement, les autres. Le principe du do not significant harm, ça qui est important. Donc, c'est vraiment un jeu d'équilibre, si vous voulez. On ne peut pas prendre les objectifs de manière cloisonnée. C'est vraiment les voir dans leur ensemble. Et donc, ça participe, si vous voulez, de l'approche très, très englobante de la RSE qui va concerner l'ensemble des activités de l'entreprise. Je disais en titre, c'est un processus de réorientation des flux financiers particulièrement complexe, peut-être le plus ambitieux qui a jamais été lancé. Pourquoi on peut dire ça ? Parce qu'à la fois, viser la neutralité carbone à 2050, c'est très ambitieux. On entend beaucoup aujourd'hui qu'il faut se mettre des objectifs aussi court terme, vraiment très, très flagrants, si vous voulez. 2050, c'est bien, mais il faut aussi agir maintenant. Et donc, c'est pour ça que c'est déjà très, très important comme démarche. La taxonomie est aussi très structurante parce que l'Union européenne a choisi d'avoir une approche normative des choses. Donc, ça met vraiment une entreprise dans des rails et ça contraint beaucoup l'exercice. Je vous parlais tout à l'heure de Canva. Les entreprises ne vont pas pouvoir faire ça, je dirais, au doigt mouillé. Il va falloir produire et publier des ratios financiers. Et là, ça aussi, c'est novateur parce qu'on vient faire converger le financier, l'extra-financier. Donc ça signifie aussi beaucoup plus de connectivité entre les rapports financiers et les rapports RSE. Mais donc ça suppose aussi, alors là on est au cœur de votre métier, une réorganisation au sein des entreprises pour s'adapter à cette taxonomie verte. Tout à fait. La taxonomie, finalement, je pense qu'elle sera ce que les directions voudront en faire. Soit ça va être perçu comme peut-être encore une contrainte, une lourdeur administrative complémentaire, supplémentaire, et ça n'aura pas beaucoup de sens. Si l'entreprise s'en saisit derrière pour revisiter son modèle d'affaires et pour peut-être aussi décloisonner les directions entre elles en interne, ça va avoir un effet très bénéfique. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir effectivement mettre autour de la table la direction financière, la comptabilité, la communication financière, la direction RSE, qui ne sont pas forcément des directions qui se parlent beaucoup aujourd'hui. Et donc, ça modifie finalement la manière de fonctionner en interne de l'entreprise. C'est ça qui est intéressant. Avec un enjeu, c'est déjà, comme point de départ, c'est savoir si l'activité est éligible et alignée avec la taxonomie. Quel conseil vous donnez à vos clients en la matière pour déjà répondre à cette première question? Oui, alors c'est vrai que cette année, certaines entreprises sont déjà concernées sur leur exercice 2021, avec un reporting allégé, on y va step by step. L'idée là est de vraiment, on n'a pas d'autre choix que de se plonger dans les textes, des actes délégués de la taxonomie. Après, ils sont assez bien articulés, donc on peut suivre assez facilement le cheminement, mais ça nécessite effectivement d'analyser le modèle économique sous l'angle environnemental, climatique, biodiversité, qui est aussi une nouveauté pour l'entreprise, clairement. Oui. Donc ça c'est l'enjeu des prochaines semaines et des prochains mois et des prochaines années, parce que vous nous l'avez dit, c'est un processus de long terme, mais il y a une actualité récente. Le 31 décembre, la Commission européenne qui a fourni aux États membres un projet de texte qui intègre le nucléaire et le gaz naturel à la taxonomie verte. Bon, ça doit encore être validé par le Parlement européen, mais peut-être, alors c'est pas votre domaine, la diplomatie, mais est-ce que c'est une forme de victoire quand même pour la diplomatie française, ça ? Probablement. Peut-être court terme, peut-être. C'est quand même un contre-message qui est envoyé, en tout cas pour le gaz, qui est une énergie fossile. Ça peut peut-être freiner l'ambition qu'on a mis derrière cette taxonomie. On parlait vraiment tout à l'heure de messages structurants à travers la taxonomie. J'espère que ça ne va pas être un obstacle trop fort. Maintenant, c'est politique, il y a des intérêts multiples et il faut composer avec. Oui, on peut même dire que c'est un peu l'avenir du parc nucléaire français qui était en jeu. Tout à fait. Parce que les investissements sont colossaux, tels qu'ils sont prévus, tels qu'ils ont été annoncés par le gouvernement. Comment éviter le greenwashing? Parce que c'est une vraie question et je pense que les chefs d'entreprise que vous conseillez doivent aussi se la poser. C'est-à-dire que là, vous nous l'avez dit, il va y avoir des critères, il va y avoir des ratios financiers, il va y avoir un canevas. Donc comment éviter le greenwashing? Alors justement, je pense que ce canevas, cette nomenclature, va peut-être limiter les entreprises qui souhaiteraient un petit peu sortir des clous. Parce qu'il faut vraiment suivre un process en 5 étapes pour arriver à ces ratios financiers de chiffre d'affaires vert, de CAPEX vert, d'OPEX vert.
Et donc tout ça est effectivement tracé, assez fortement tracé. Puis derrière, il y a quand même le contrôle du commissaire aux comptes, peut-être demain de l'organisme tiers indépendant, l'OTI. Donc il va y avoir certainement des débats, parce qu'on est aussi sur une science un peu molle quand même, la difficulté de dire entre une charge fixe verte ou pas verte, la frontière est faible, donc, mais c'est ça qui va donner aussi l'intérêt. Mais c'est un élément qui est important, parce que ça va être aussi un enjeu de concurrence entre les entreprises. Celles qui vont les premières pouvoir s'afficher, ou même afficher un objectif bien plus rapproché que 2050. Ça existe déjà, par exemple, dans l'automobile, sur le passage à l'électrique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un enjeu de concurrence. Tout à fait, tout à fait. Et on va voir d'ailleurs le marché, un petit peu le mercato des fusions-acquisitions qui va aussi se transformer. On va avoir des mariages ou des divorces du fait de la taxonomie verte. On va faire des rapprochements pour améliorer ces ratios de taxonomie verte. Donc c'est très intéressant, ça rebat les cartes complètement aujourd'hui. Ouais, et c'est pour ça on le disait, c'est un mécano particulièrement complexe. Merci beaucoup, merci Amandine Duquesne, à bientôt sur Bismart. Allez, on passe à notre débat sur la chimie du végétal. Et pour débattre autour de la chimie du végétal, j'accueille Jean-Marc Nony, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le vice-président de l'association Chimie du végétal. À vos côtés, Caroline Pétigny, bonjour. Bonjour. Bienvenue, directrice RSE d'Afiren. Afiren, c'est une entreprise qui a été créée il y a 10 ans. Vous proposez aux industriels des alternatives aux dérivés pétroliers. Avec quoi ? Tout à fait. Afiren, c'est une société de green tech, comme on l'appelle souvent, qui fabrique effectivement des ingrédients qui ont pour mission d'être utilisés dans les secteurs de l'alimentation humaine, animale, les arômes et parfums, mais aussi la chimie ou les lubrifiants. Donc ce sont des ingrédients qui vont remplacer les produits issus du pétrole et habituellement utilisés effectivement à des fins de conservation, pour leurs propriétés aussi antibactériennes ou olfactives. Donc ce sont des ingrédients qui sont créés comment ? Alors, ces produits sont déjà des acides organiques biosourcés, on les appelle biosourcés, et ils sont fabriqués par fermentation, un procédé de fermentation à partir de micro-organismes naturels. Ok. Pour bien comprendre un peu de quoi on parle, Jean-Marc Nony, l'association du chimie du végétal a été créée il y a 14 ans. Ça représente, cette filière, combien d'emplois en France ? Quel chiffre d'affaires ? C'est déjà une filière tout à fait significative, puisque ça représente à peu près 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous employons environ 160 000 personnes, que ce soit en emploi direct ou indirect, et autour d'un thème qui est, vous savez que la chimie, c'est l'industrie qui transforme les matériaux. Traditionnellement, depuis quelques siècles, la chimie travaille à partir de matières fossiles. Or, la particularité de tous les membres de la CDV, c'est d'avoir une activité qui utilise des matières premières végétales pour obtenir des matériaux qui ont des caractéristiques particulières. Les matériaux, ça peut être des ingrédients, ça peut être des produits semi-finis, des produits finis. Ouais. Dans tous les secteurs d'activité, ça concerne quasiment tous les secteurs d'activité. Tout à fait. Au sein de la CDV, nous avons des représentants de la détergence, des cosmétiques, du bâtiment, dont les peintures, de l'automobile, de l'emballage. Ça couvre très très largement. Ouais, avec une croissance de plus de 5% par an depuis 20 ans. Caroline Pétigny, votre technologie, c'est du biomimétisme, on peut dire ça ? Exactement, c'est du biomimétisme. Donc qu'est-ce que ça veut dire biomimétisme ? Ça veut dire que notre technologie, elle mime ce qui se passe dans la nature finalement. La fermentation, c'est un process naturel qui se passe depuis que la nature existe, je dirais. Et donc, nous avons décidé de mimer, de s'inspirer de ce qui se passe dans la nature et de le reproduire à l'échelle industrielle de manière contrôlée pour pouvoir fabriquer des produits, les produits qu'on souhaite de manière qualitative, performante, compétitive et surtout durable. L'actualité, Jean-Marc Nony, c'est cette stratégie nationale de développement de la filière qui a été annoncée par le gouvernement, un plan doté de 420 millions d'euros sur 5 ans. Quels leviers seront activés ? Qu'est-ce qui va se passer là dans les années à venir ? Nous sommes très heureux d'avoir été sélectionnés, retenus parmi les filières innovantes qui méritaient d'avoir un soutien des pouvoirs publics. Et effectivement, il va y avoir sur cette aide, il va y avoir une partie qui va être sur la recherche fondamentale et il va y avoir une grosse partie qui va être sur des appels à projets et sur des développements de sites pilotes de façon à développer cette filière qui a plein d'avantages. Mais je pense que vous... Mais alors, quels sont les avantages en question ? Allez-y, rentrons un peu dans le détail. Mais, si vous voulez,
le gros avantage de la chimie du végétal, c'est de partir d'une matière première renouvelable. Grâce aux plantes qui vont absorber du gaz carbonique, on va contribuer à réduire les gaz à effet de serre, puisque l'on va récupérer du CO2 qui a été lâché dans l'atmosphère pour le réutiliser. C'est une forme de recyclage. Oui. Ça, c'est le gros avantage. Et en plus, partir de matériaux végétaux permet d'obtenir des caractéristiques, des propriétés qui ne sont pas forcément copiables ou récupérables à partir de matières fossiles. Il y a d'autres avantages importants à signaler ? Pour la France, oui. Parce que, comme vous le savez, la France est la première puissance agricole en Europe. Nous sommes en France les deuxièmes européens en termes de chimie. En plus, on a une formation excellente de nos jeunes. Donc, on a vraiment tous les ingrédients pour se développer. Comme vous l'aviez indiqué au départ, il y a eu déjà une croissance de notre filière depuis plusieurs années, mais il y a le potentiel de faire plus. À titre d'exemple, la France a le potentiel agricole du cumul Allemagne plus Italie. Par contre, quand vous regardez ce que l'on fait actuellement en bioéconomie en France, nous sommes qu'à la moitié du cumul Allemagne et Italie. Donc nous sommes optimistes, il y a plein de développement à faire. Donc il y a un potentiel de croissance important. Caroline Petigny, ce plan, c'est aussi du soutien aux innovations. Est-ce que vous allez pouvoir, vous, au sein d'Affiren, en bénéficier ? Est-ce que vous êtes déjà positionné là-dessus ? Oui, tout à fait. À vrai dire, on en a déjà un petit peu bénéficié, puisque nous sommes l'un des lauréats du programme France Relance. Donc ce plan de stratégie, cette stratégie d'accélération des produits biosourcés, il va aussi dans la continuité de programmes qui existent déjà depuis 1 ou 2 ans, d'une initiative vraiment forte du gouvernement de soutenir cette filière de la bioéconomie. Nous avons eu la chance effectivement de faire partie des lauréats et d'obtenir un soutien pour le développement futur de nos activités, de notre usine, qui est d'ailleurs en phase finale de construction. Donc oui, tout à fait, on en bénéficie déjà et on espère en bénéficier aussi dans le futur pour soutenir finalement le passage à l'échelle industrielle. Oui, alors ça c'est très important. C'est quoi ? C'est du soutien financier ? Oui. C'est un accès à des chercheurs ? Ça prend quelle forme en fait ? Alors là, en l'occurrence, pour le programme dont nous avons été lauréats, c'est du soutien financier, évidemment, sous réserve que nous-mêmes nous investissions de notre côté. Donc c'est principalement du soutien financier. Par ailleurs, au niveau des autorités, on a aussi du soutien, je dirais, de compétences, de réseaux. Nous faisons partie de la French Tech 120. C'est aussi finalement un réseau dans lequel on obtient du soutien de compétences et tout type de facilité, je dirais. Ouais. Quand vous parlez de passage à l'échelle, vous en êtes où, justement, de l'industrialisation des process ? Voilà, donc pour nous, l'enjeu, finalement, c'est vraiment de passer à l'échelle industrielle pour avoir un impact qui soit vraiment mesurable et qui permette d'aider à transformer l'industrie et nos clients et avoir un vrai impact durable et positif. Notre usine, elle est en phase finale de construction. On vise une mise en service industriel à la fin du premier trimestre 2022. Donc là, on est vraiment dans la dernière ligne droite. La capacité de production, à terme, ce sera 16 000 tonnes d'acide organique biosourcé. Voilà, notre usine, elle est située dans la région Grand Est, en Moselle. Et nous sommes très fiers de ce projet qui permet de créer de l'emploi dans la région. Et avec des clients qui existent déjà, qui sont identifiés, des futurs clients qui sont identifiés ? Oui, on a déjà beaucoup de demandes parce qu'il y a un vrai besoin sur le marché. Nos clients sont à la recherche de produits biosourcés pour remplacer les ressources fossiles. On a déjà prévendu la majorité finalement de notre capacité de production, mais nous continuons à avoir beaucoup de relations avec de nouveaux clients et de nouveaux prospects. Donc oui, les clients sont déjà identifiés, il y a la demande et nous sommes ravis de pouvoir y répondre bientôt. C'est une dimension qui est intéressante, Jean-Marc Noni, parce qu'on parlait juste avant de taxonomie verte européenne, de bascule des flux financiers dans l'économie européenne, de peut-être futures fusions-acquisitions qui seront surprenantes pour remplir ces critères de la taxonomie verte européenne. Il y a des industries qui attendent les solutions de chimie verte, vous voyez ce que je veux dire, qui sont vraiment en attente ou qui sont en co-construction d'ailleurs de recherche et développement avec vous ? Oui, tout à fait. Il y a une forte demande pour ce type de produit, non seulement auprès du grand public, puisque un sondage que l'on a fait récemment a montré que plus de 87% des Français avaient une bonne ou une très bonne image des produits biosourcés, mais également tous les opérateurs industriels, et qui se ressent à travers des demandes
au sein de tout ce mouvement vers une économie circulaire, une décarbonation de l'économie. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de développement dans différents secteurs. Il y a un soutien des pouvoirs publics, vous en avez parlé, qui est un peu financier, mais c'est pas gratuit. Il faut co-investir avec les pouvoirs publics, ce qui est tout à fait normal. Oui. Mais il y a également un soutien. Je pense que les pouvoirs publics ont pris conscience qu'il fallait que la réglementation donne parfois des petits coups de pouce. Et on l'a vu sur différentes applications, comme les sacs fruits et légumes, où il y a eu un coup de pouce donné par les pouvoirs publics pour pousser les acteurs à aller vers plus de biosourcés. Si vous voulez, il y a pas de miracle. Si on veut sortir du fossile, si on veut travailler à essayer de régler ce problème de dérèglement climatique et de gaz à effet de serre, il faut éviter d'utiliser du fossile et donc il faut aller vers des ressources renouvelables et les ressources végétales au sens large. La biomasse en font largement partie. Ouais. Est-ce que ça passe aussi par la commande publique ? Dans cette stratégie nationale, dans ce plan qui a été annoncé? Alors, oui, il y a 2 secteurs pour lesquels nous allons faire des développements en termes de commande publique. C'est la détergence en particulier et les peintures. Cela se met en place et bon, nous souhaiterions que ça aille un peu plus vite, mais bon, la notion de commande publique est quelque chose de très encadré en France. Et bon, nous allons voir quel horizon vous donnez sur ces objectifs-là? On est ambitieux. Nous, on aimerait que ce soit dès 2022. Oui. Cette partie de la réglementation date déjà d'il y a quelques années et on est impatient de la voir se mettre concrètement en place, sachant que nos industriels apportent déjà des solutions. Caroline Pétinier, est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels c'est plus compliqué que d'autres de remplacer les dérivés pétroliers ? Alors, plus compliqué, je ne sais pas, c'est une question finalement de demande et puis aussi de prix, tout à fait. Ce que je peux vous dire, c'est que par exemple sur les acides qu'on propose, aujourd'hui sur le marché, 99% de ces molécules qui existent déjà sur le marché, elles sont fabriquées à partir de pétrole. Donc vraiment, il y a besoin, il y a une vraie demande. Dans le secteur, je dirais, de tout ce qui est alimentation humaine, animale et les arômes et parfums, je dirais que ces secteurs sont un petit peu en avance et souhaitent vraiment remplacer leurs ressources fossiles. Donc là, on voit des stratégies très fortes et ambitieuses des donneurs d'ordre, des clients qui veulent vraiment changer leur portefeuille. Mais dans le domaine de la chimie, il y a aussi beaucoup de demandes parce que ces clients, alors là, c'est plutôt le côté finalement empreinte carbone qui va être pour eux un driver. Ils veulent réduire leurs émissions de carbone. Il y a différents leviers. Donc avec nous, nos produits, on permet de diviser par 5 quand même l'empreinte carbone du produit qu'ils vont acheter. C'est aussi pour eux un levier important. Donc je dirais que c'est pas que c'est forcément plus compliqué, c'est plutôt qu'il y a des secteurs qui sont un peu plus en avance. C'est aussi dirigé par la demande du consommateur final, qui a une appétence pour les produits biosourcés ou naturels un peu plus fort dans certains secteurs. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter ces enjeux de la chimie du végétal. On passe tout de suite à Smart Ideas avec une autre innovation dans le domaine des emballages. Bonjour Véronique Debroise, bienvenue. Vous êtes la fondatrice, la présidente de Synthosphère. Vous l'avez créé en 1988. C'est quoi Synthosphère aujourd'hui ? Alors Synthosphère, c'est un éditeur de jouets français à l'origine qui faisait de l'éveil sensoriel, puisque je suis parfumeur et j'ai lancé un premier jeu qui s'appelle le Loto des odeurs, dont on a pas mal entendu parler l'année dernière, puisqu'il est conseillé vraiment pour le réapprentissage de l'odorat après l'avoir perdu par le Covid. Mais à partir de ce concept de jeu olfactif, nous avons décliné avec du loisir créatif pour que les gens fassent chez eux du DIY en cosmétique pour faire ses savons, ses bains moussants, ses bougies, ses crèmes. Et puis, nous avons toute une partie aussi d'éveil artistique avec Aquarellum et puis Sablimage et beaucoup d'autres produits et aussi une gamme de produits scientifiques. Oui, alors Sablimage, c'est vous qui le produisez. C'est quoi Sablimage ? Alors Sablimage, c'est tout simplement pour les petits-enfants, pour qu'ils puissent mettre en couleur des tableaux dont on va effeuiller petit à petit les surfaces. Ils vont saupoudrer avec du sable et ils obtiennent une petite œuvre d'art. Voilà. Oui. Et alors vous venez justement, et c'est pour ça qu'on a décidé de vous inviter, de remporter le prix de l'innovation LSA dans la catégorie tendance emballage packaging pour cette concept box. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? De quoi s'agit-il ? Alors, nous avions une boîte montée assez classique. Et bien entendu, comme tout le monde, nous cherchons à améliorer notre impact environnemental. Et
Donc l'idée, c'était de supprimer le film plastique qui est assez indispensable pour protéger les boîtes de jeux dans les linéaires. Il est indispensable, ce film, pour pouvoir avoir une inviolabilité. Oui. Et donc l'idée, c'était de trouver un packaging qui soit à la fois inviolable, mais j'ai demandé à mon bureau d'études, puisque j'ai racheté aussi une société de cartonnage, de travailler à un moyen de permettre à l'enfant d'encadrer son tableau. Donc le packaging de Sublimage en concept box permet à la fois d'encadrer son tableau et de supprimer le film plastique. D'accord, mais alors attends, ça veut dire que ce qu'on voit là, alors il faut que ça tienne, voilà, ici, la boîte est devenue le cadre, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais, donc ici, on voit la partie du cadre, on va inverser quand on a réalisé, et le cadre s'installe comme ça. Oui. Ici, nous avons la boîte, nous avons un petit crochet pour que l'enfant puisse suspendre son tableau. Ouais. Qui donne j'imagine que vous avez évalué l'impact environnemental de cette concept box en termes d'économie, de carton, de matériaux. Nous faisons effectivement énormément de boîtes d'éveil artistique sur lesquelles on pourrait utiliser ce concept. Pour le moment, on voulait voir vraiment ce que cela a donné au niveau commercial et voir si les boîtes ne s'abîmaient pas dans les points de vente. Aujourd'hui, juste sur la gamme Sublimage, nous économisons 62 grammes de carton par emballage. Oui. Ce qui, compte tenu des volumes que nous faisons, c'est 5 tonnes de carton par an. Ça va très vite. Oui. Vous parliez du bureau d'études, on est dans une logique d'éco-conception, c'est-à-dire que vous avez vraiment pensé pour que cette boîte ait l'impact le plus réduit possible. Absolument. Surtout par rapport aux films plastiques, j'essayais de trouver des films qui soient recyclables. Malheureusement, c'est des bicomposants et on ne peut pas les recycler. Donc, ça va obligatoirement en enfouissage. Et alors, comment vous avez résolu le défi de l'inviolabilité? L'inviolabilité, elle se fait par des petites... par cette partie. C'est-à-dire que... Il faut vraiment... Ah oui, d'accord. C'est pas facile dans le point de vente de... C'est collé. Oui, ok, d'accord, bien compris. Voilà. Et donc, on a oublié le plastique. C'est parfait. C'est fabriqué en France? C'est totalement fabriqué en France, soit à Saint-Arnoux, soit dans la Drôme, chez Cartonnage de Vaucanson. Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres innovations dans vos tiroirs, avec autant finalement de leviers ou d'activités différentes? On est sur tellement de projets que... Oui, bien sûr. Et nous, chez Santosphère, de toute façon, on a toujours eu cette volonté d'être très respectueux de l'environnement, d'abord en produisant en France, ce qui est très rare dans l'industrie du jouet. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a 2 ans, par exemple, sur tous nos flacons Aquarellum, nous sommes passés à du 100% recyclé, ce qui était, on était très en avance. Est-ce que quand vous lancez un défi comme celui-là, il y a une question de filière? Est-ce que les filières existent? Est-ce qu'il faut les structurer ou les booster? Il faut travailler avec des partenaires, avec des fournisseurs qui soient très sensibilisés sur ce sujet et qui soient bien sûr à l'écoute en amont des matières premières qui sont disponibles. Et puis être au courant, les usines de recyclage par exemple sur le plastique, il y a 2 ans, il n'y en avait qu'une à Rotterdam. Aujourd'hui, il y en a 2. Voilà, il faut être à l'écoute de tout. Merci beaucoup. Merci Véronique Debroise. À bientôt sur Bismart et bon vent à Saint-Osphère. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve évidemment demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Au revoir à tous.